Donc bonjour à toutes et à tous. J'ai pris quelques notes de mes idées pendant mes réunions, donc c'est assez illisible, donc ne m'en veuillez pas si c'est un peu décousu. Dans l'intelligence artificielle, bon, je ne vais pas vous en donner une définition, parce que vous savez tous utiliser Wikipédia, globalement, même sur vos téléphones. Dans l'intelligence artificielle, vous avez beaucoup de domaines. L'un de ces domaines, c'est ce qu'on appelle le learning. C'est tout ce qui est relatif à vraiment l'apprentissage. À la fois, j'apprends à apprendre, et puis, une fois que j'ai appris, je vais essayer de prévoir le futur, action macroscopique, ou de rétroagir sur un site. Donc bref, l'intelligence artificielle, le learning. Dans le learning, vous avez une sous-partie qui est ce qu'on appelle le machine learning. Alors, je ne connais pas les termes en français, je pense qu'on doit les avoir. Hein. Demandez à nos amis québécois, qui sont très forts pour ça. Le machine learning, si vous regardez les définitions, vous allez trouver des définitions à propos de systèmes stimulés avec un effet de rétroaction, enfin bon bref. Moi, je voudrais juste vous faire écouter du machine learning, parce que le machine learning, moi, j'ai compris ce que c'était il y a des années à l'aide d'un son. Ceux qui ont les cheveux blancs se rappellent que ceci est le bruit d'un modem 56K, deuxième génération en train d'établir une communication. Alors, je vais vous couper parce que c'est affreux. Pourquoi c'est du machine learning? Eh bien parce que là-dedans, qu'est-ce que c'est que ce boucan? Alors, ce boucan n'a pas pour objectif d'établir la liaison, comme on le croyait. Vous avez un signal qui est émis par un modem sur une ligne. Ce signal, il est reçu par un autre. Le signal, il est connu. On sait que l'autre va m'envoyer ça. Et je le reçois. Puis je compare les deux. J'ai un circuit de réception, je compare les deux, je vois qu'il y a des erreurs. Alors je modifie les paramètres de mon système de réception chez moi pour que la fois suivante qu'il me l'envoie, je sois proche du signal que j'aurais dû recevoir. Parce qu'au départ, ce sont des signaux de calibration. Ça s'appelle un filtrage adaptatif. Et deux mémoires de mes cours, c'est des filtrages adaptatifs de Wiener. Et ça, vous avez une machine qui n'a rien à voir, qui est un système électronique, en digital, mais qui va apprendre et s'adapter à un contexte. Ben, c'est du machine learning. Vous avez un signal, vous avez un résultat. Bon là, vous savez quel résultat vous devez obtenir, donc vous êtes capable de dire « Oh, je modifie les caractéristiques de ma machine de réception pour recevoir mieux le prochain signal. » Et petit à petit, je m'approche et je m'adapte pour trouver le bon résultat. C'est une phase d'apprentissage. Ben, le machine learning, globalement, c'est ça. C'est un truc où vous avez en entrée un signal, un traitement, puis vous agissez sur votre machine. La France a été super forte, et est super forte sur les aspects de mathématiques sous-jacents. Dès les années 70, vous avez un nombre de normaliens et de gens Jussieu et phénoménaux qui vont travailler sur ces sujets. Et on va sortir, notamment on va travailler énormément en France sur... Là on a un exemple, vous voyez, vous faites apprendre un exemple, puis vous convergez pour apprendre sur un exemple. Puis vous allez travailler avec un deuxième exemple. Bon, on va travailler comme ça, et nos chercheurs ont démontré, ont beaucoup travaillé sur la convergence globale, par le gradient stochastique, enfin bref, pour démontrer que plus vous mettez d'exemples, alors il ne faut pas trop en mettre, mais au fur et à mesure, vous allez converger en moyenne, je crois que c'est la moyenne quadratique de mémoire, vous allez converger en moyenne vers un système qui va vous donner plutôt un bon critère de décision. C'est-à-dire qu'il va être capable de discerner selon les situations. Si vous lui envoyez un lapin, une image de lapin, il va dire c'est un lapin. Si vous lui envoyez une voiture, il va vous dire c'est une voiture. Et on a commencé à vraiment utiliser ces algorithmes, d'abord au traitement du signal, vous venez de l'entendre, pour du traitement de la voix, de la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'images, et je dirais, petit à petit, au fur et à mesure que les capacités de traitement ont augmenté, vous allez commencer à en avoir à peu près partout du machine learning. Mais ça va montrer des limitations. Les principales limitations, c'est que, bon, en gros, c'est très simple, hein, vous devez choisir. C'est des algorithmes qui permettent de choisir. Vous êtes dans une situation A ou une situation B. Et il y a des zones qui ne sont pas très simples. Il y a un moment où
tirer la droite entre les deux états, elle n'est pas simple. Et donc, vous avez, on va rentrer dans les, je crois que c'est des projections homéomorphiques qui permettent de faire ça, des déformations continues de l'espace. Bref, on va travailler pour que la séparation dans des espaces à n dimensions, en augmentant les dimensions, les paramètres, elle se fasse. Le problème, c'est que ça devient rapidement, là, vous avez une explosion combinatoire, vous avez des problèmes de convergence, et puis je me souviens de mon prof qui me disait, le problème c'est que plus vous augmentez, si vous faites un pavage aléatoire, la probabilité de trouver une coupure, elle tend vers zéro. On est tombé sur des limitations. Et là, vous tombez sur le deuxième l'aspect dont on va parler ce soir, qui est de se dire, bon, comment on peut améliorer ça? Quel est le problème qu'on a? Le problème qu'on a, c'est la machine au milieu. C'est l'algorithme déterministe, quelque part, qu'on a au milieu. Et là, vous allez arriver dans la magie. Enfin, moi, quand j'ai fait mes études, j'ai trouvé ça magique, à un tel point que j'ai passé la moitié de ma 3e année dessus, sur les réseaux de neurones. Parce que fondamentalement, le deep learning, c'est jamais du marketing autour des réseaux de neurones. Alors, des réseaux de neurones, pas à la sauce 1994, où vous attendiez 5 heures avec votre programme en C pour voir ce que ça donne, alors que vous aviez 4 ou 5 malheureuses couches qui se passaient. Non, là, on parle maintenant de millions, voire je crois aujourd'hui qu'on est à 100 milliards en simulation de réseaux de neurones. C'est-à-dire, alors, réseau de neurones, je vous laisserai regarder exactement ce que c'est, mais fondamentalement, les choses ont changé il y a à peu près 10 ans. Il y a 10 ans, on se battait avec les réseaux de neurones à mon époque, parce que le réseau de neurones, bon déjà, on n'avait pas beaucoup de puissance de calcul. On manquait d'outils théoriques. Et sans vouloir froisser nos grands chercheurs, on en manque toujours. On n'a toujours pas démontré qu'on sait quand ça converge, comment ça converge, mais ça marche. Et en 2006, arrive un truc extraordinaire. 3 chercheurs, s'inspirant de travaux antérieurs, notamment de Français, vont dire, écoutez, le réseau de neurones où, en gros, j'envoie un signal, je mesure à la fin, je rétropropage, et puis je regarde. Non, on va faire autre chose. On va d'abord travailler chaque couche comme un réseau de neurones séparé. Puis, on va le faire évoluer couche à couche. Puis, on va, bref, on optimise la manière de le traiter. 3 articles en 2006. Et là, véritablement, on arrive à une situation où le cumul de cet effort théorique, cette amélioration des algorithmes, l'investissement massif qui va être fait sur ces, depuis lors, par Google, par Facebook, par les GAFA, mais aussi par les grands players de l'informatique et par d'autres, amène à une situation où, comme tu le disais tout à l'heure, le deep learning, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux de neurones, il est déjà dans le quotidien. Et quand on regarde aujourd'hui, moi j'ai listé les secteurs dans lesquels on a vu nous passer sur l'année dernière des demandes, alors plutôt de preuves de concept que de mise en place industrielle. On a vu passer ça en médecine, en agriculture, dans la sécurité informatique, en finance. Là, vous êtes bien assis pour un ministère de la Justice. Je ne dirais pas le pays, mais la UE, pour étudier la probabilité, en gros pour savoir quel va être le résultat d'un procès et savoir si on peut économiser de l'argent. Alors c'est pas en France, hein, je vous le dis. On l'a vu arriver sur les détections de fraude dans les casinos. On l'a vu arriver dans la sécurité informatique sur les détections de ce qu'on appelle des signaux faibles, et ça fonctionne extrêmement bien. On l'a vu arriver aussi sur tout un tas de choses assez créatives dans le domaine du digital, pour la perception essayer d'imaginer la perception que les utilisateurs peuvent avoir d'une interface, d'un système, de tout un tas d'expériences. Aujourd'hui, c'est extrêmement créatif, même au niveau des entreprises. On a vu aussi arriver énormément de deep learning dans les entreprises au niveau des chatbots. Alors, il y a aujourd'hui beaucoup de challenges. Pardonnez-moi, je jargonne en anglais, mais il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la pertinence des chatbots. Je ne sais pas si vous avez déjà voyé à peu près ce que c'est qu'un chatbot. Hein. Bon. En gros, vous avez la pop-up vous avez la fenêtre conversationnelle sur votre site web. Et on vous demande, quand vous avez une question à poser sur un produit, au lieu de dialoguer avec un opérateur, vous dialoguez en fait avec une intelligence artificielle qui a été nourrie par Deep Learning et qui derrière
va être à même de vous proposer une solution. Un autre exemple de la prégnance de cette chose, dans des sociétés auxquelles vous ne penserez pas, comme étant des sociétés sexy et intéressantes, c'est-à-dire des sociétés qui usuellement balancent à peu près entre 1,8 et 2% de leur chiffre d'affaires dans les aspects IT, alors qu'une banque, ça peut aller jusqu'à 7, 8, 9% comme les sociétés d'assurance. Donc des secteurs qui sont normalement un peu sinistrés, qui sont les sociétés industrielles. Et ben, deep learning lié à l'analytique, vous étudiez, nous on a fait l'étude pour une société industrielle de l'efficience d'une chaîne de production. J'ai des problèmes de qualité à la fin de ma chaîne, d'où ça vient? Quels sont effectivement quels sont les problèmes que je rencontre? Pourquoi je les rencontre? Et en faisant ce travail, on a mis en exergue des choses qui étaient en violation complète, mais complète, des principes de l'entreprise. L'un des grands principes était qu'une des étapes de la production devait être saturée, et on a montré par des simulations en utilisant c'était faux. C'était absolument pas comme ça, qu'aujourd'hui, avec les machines qu'ils avaient aujourd'hui, la manière dont ça travaillait, on pouvait l'optimiser. Donc, c'était un proof of concept, c'est pas mis aujourd'hui complètement sur toutes les chaînes, mais voilà, c'est déjà présent dans l'industrie. Donc, je vous ai cité un certain nombre de domaines. Maintenant, en termes d'activité, on a trouvé essentiellement, on en a trouvé sur le CRM, lié au développement de l'IoT dans les usines, mais aussi des mesures. On en a trouvé en cybersécurité, je vous en passe, et des meilleurs. Donc, si on doit résumer, on a l'intelligence artificielle, le machine learning et une sous-partie qui est le deep learning à base de réseaux de neurones. Aujourd'hui, ça engendre énormément de fantasmes. Vous avez des gens, moi j'ai compté cette semaine, le nombre de fois où on m'a dit que la réponse devait être le deep learning. Cette semaine, je l'ai entendu 14 fois. Pas en interne chez nous, mais dans des réunions avec des clients, lors de calls avec des fournisseurs, etc. C'est un buzzword, voilà. C'est un mot... Donc, il faut être prudent. Ça a une réalité extraordinaire, des solutions. Vous allez, enfin, je veux dire, vous l'utilisez tous au quotidien, mais il faut être prudent sur ce que c'est, sur ce que ça peut faire. Par contre, c'est un ouvroir à potentialité, c'est extraordinaire. Voilà. Je vous parlerai après en deuxième partie de perspective business et différents aspects business. Voilà.